La légende du triangle des Bermudes est l'un des rares mystères que nous ne pouvons toujours pas résoudre. Revenons 600 ans en arrière. L'histoire commence avec un Italien. Il voulait traverser l'océan pour atteindre l'Asie, un continent riche en épices, en soie, en minéraux, toutes ces merveilles. L'arrivée par voie terrestre était ridiculement longue, alors il s'est dit « Hé, pourquoi ne pas construire de solides bateaux, rassembler quelques marins et partir en Asie ? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» En fait, cet homme s'appelait Christophe Colomb. En 1492, avec un peu d'aide de la famille royale espagnole, il s'est embarqué pour son grand voyage. Tout se passait bien, à part le fait qu'il allait dans la mauvaise direction. Mais alors qu'il arrivait à la fin de son voyage, il a remarqué quelque chose de très étrange. Il ne le savait pas à ce moment-là, mais il naviguait dans le tristement célèbre Triangle des Bermudes. Le TB, le point de non-retour, l'endroit le plus effrayant entre les Bermudes, Porto Rico et la Floride. Il y a beaucoup d'histoires de bateaux, de paquebots et d'avions qui ont disparu dans ce mystérieux royaume. Certains ont été retrouvés des années plus tard, et d'autres ont disparu de la surface de la Terre, gisant au fond de l'océan sans avoir été découverts. Enfin, on n'en sait rien. Car une chose est sûre, nous n'avons absolument aucune idée de ce qui se passe là-bas. Les gens essaient de comprendre depuis des années, mais rien, zéro, nada. Alors, qu'est-ce que Christophe Colomb a vu ce soir-là ? Qu'est-ce qui l'a tellement effrayé ? D'après ses journaux de bord, Christophe Colomb a vu un énorme éclair dans le ciel. Tu es peut-être un super dur à cuire, mais enfin, si tu navigues sans avoir aucune idée d'où tu es et que soudain tu vois un énorme éclair juste devant toi, tu fais quoi ? Moi, tu me retrouverais caché sous le pont en train de mâcher un citron ou n'importe quoi. Ce n'est pas le seul mystère des mers qui existe, loin de là. Tu as déjà entendu parler du kraken ? Un calamar géant qui peut avaler un navire entier, non ? Tu as de la chance. Imagine que tu navigues sur un bateau, le vent dans les cheveux, les mains sur les hanches, comme dans ces vieux films de pirates. Et puis un énorme calamar surgit devant toi en provenance des eaux froides et sombres des profondeurs. Il enroule ses tentacules autour du navire et emporte le tout vers le fond de l'océan. Heureusement que tu as emporté un radeau de sauvetage. Et que dirais-tu d'un colossal serpent de mer qui poursuivrait ton bateau à toute vitesse à la recherche d'un casse-croûte pour ton déj ? Cette chose s'appelle un léviathan, et tu ferais mieux de prier pour qu'il n'existe pas réellement. Ou les sirènes. Des créatures de mer méchantes mais belles. Elles aiment traîner sur les rochers et chanter du karaoké. Leur voix magique attire les marins, qui naviguent directement vers les rochers pointus. Ah oui, il y a aussi de gentilles sirènes, celles qui sont géniales, qui aiment aussi le karaoké, mais ne font pas couler les navires. Les bonnes vieilles sirènes, elles existent vraiment, elles, non ? Et n'oublions pas les pirates avec des jambes en bois. Piller, voler, dire « Ah !» tous les 2 secondes. Au fait, à part ça, que font ces gars toute la journée ? Revenons à notre ami italien Christophe Colomb. Peut-être qu'il a juste vu un orage. Pourquoi n'y a-t-il pas pensé ? Eh bien, je n'ai pas 600 ans et je n'étais pas là. Comment pourrais-je le savoir ? Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'a jamais parlé de vagues énormes ou de fortes pluies, ni de vents violents, juste d'un simple éclair dans le ciel. Peut-être que des dauphins lançaient des feux d'artifice, ou une chose comme ça. Après l'éclair, Christophe Colomb a écrit que l'aiguille de sa boussole s'est mise à danser partout. Cela devient de plus en plus bizarre. Son récit se termine avec une gentille tortue dotée de lunettes de soleil qui a sauté hors de l'eau, a poussé les 3 bateaux vers la rive et a permis à tout le monde de descendre pour s'acheter des hot dogs. Je plaisante. Alors, que s'est-il passé ? Les scientifiques pensent maintenant avoir la réponse. Roulement de tambour. Un astéroïde s'est écrasé dans l'océan. Affaire classée. Mais attends, et le truc avec la boussole, quel est le rapport avec un astéroïde ? Les astéroïdes ont des formes et des tailles différentes, mais ils sont comme des œufs en chocolat, le meilleur se trouve à l'intérieur. Ils sont remplis de minéraux et de métaux qui valent des milliards de dollars. Les scientifiques essaient même de trouver comment atterrir sur un gros astéroïde pour l'exploiter. Il faudrait que ce soit un très gros astéroïde, un truc de la taille de Rhode Island quoi. Pourquoi ? Parce qu'il y a de fortes chances qu'il soit entouré d'un champ magnétique, ce qui faciliterait son atterrissage. Les scientifiques pensent que les champs magnétiques autour de certains astéroïdes peuvent durer des millions d'années. Mystère résolu. Peut-être. La boussole du capitaine Christophe Colomb est devenue folle à cause d'un astéroïde qui s'est écrasé juste devant lui. Ok. Cela pourrait en effet expliquer d'autres étranges histoires des Bermudes. Il y a une centaine d'années, le USS Cyclops a quitté la Barbade en direction de Baltimore et a traversé en plein milieu le triangle des Bermudes. Il n'est jamais arrivé à destination. Les équipes de recherche ont passé des années à le chercher, mais elles n'ont rien trouvé. Il a disparu juste comme ça. En 1945, 5 avions militaires ont disparu sans laisser de traces. Ils avaient justement survolé le triangle des Bermudes. Donc s'il y a un astéroïde au fond de la mer quelque part, pourquoi continue-t-il à poser des problèmes 500 ans plus tard ? Le voyage a commencé comme n'importe quel autre. Le cargo SS Cotopaxi
entame une nouvelle traversée vers la Havane, à Cuba, pour livrer du charbon. Nous sommes le 29 novembre 1925, mais pour le capitaine Meyer et son équipage, le départ du port de Charleston, en Caroline du Sud, sera le début du dernier voyage du navire. Son itinéraire passe par le triangle des Bermudes. 2 jours après avoir entamé le voyage, le Cotopaxi envoie un signal de détresse. Il a été pris dans une forte tempête tropicale et s'est renversé sur le côté. Le vent était très fort et il y avait aussi de puissants éclairs. La pluie a peu à peu rempli la cave du navire. Puis il y a eu un éclair blanc et le bateau a disparu sans laisser de traces. Plus tard, son épave est retrouvée dans le désert de Gobi qui se trouve dans une toute autre partie du monde. Les 32 membres de l'équipage, y compris le capitaine, sont portés disparus. Bien sûr, la partie concernant le désert de Gobi est fictive, mais pour l'un de ses films, Steven Spielberg a eu l'idée de faire déplacer le navire par des extraterrestres. Pourtant, dans la réalité, le navire n'a jamais été retrouvé et son équipage n'a vraiment laissé aucune trace. Il a été officiellement déclaré disparu 1 mois plus tard et personne n'a retrouvé l'épave. Cela semble être un cas classique d'événements mystérieux qui se produisent dans le triangle des Bermudes. Mais la plupart des mystères sont résolus tôt ou tard. En 2020, le Cotopaxi a en effet été retrouvé. Un homme du nom de Michael Barnett s'est installé en Floride pour étudier les épaves au large des côtes. Une épave en particulier a attiré son attention. Elle était beaucoup plus grande que les autres, et les locaux la surnommaient l'épave de l'ours. Elle se trouvait à environ 60 km de Saint-Augustine, dans le nord de la Floride. Mais personne n'avait jamais réussi à identifier la coque rouillée. Alors Michael a commencé à faire un travail de détective. Il a mesuré la taille de l'épave et a commencé à travailler sur toutes les informations qu'il a pu glaner. Il a fait des recherches dans des centaines de vieux journaux, a feuilleté les dossiers d'assurance et a examiné les artefacts trouvés sur l'épave. Après des centaines d'heures de travail acharné, Michael en était désormais persuadé. C'était bien le Cotopaxi. Mais quelques années auparavant, une rumeur avait circulé selon laquelle ce même navire avait été retrouvé au large des côtes de Cuba. Les gardes-côtes avaient retrouvé l'épave d'un cargo de la même taille qui ressemblait beaucoup à celui qui avait été perdu en 1925. Michael était convaincu qu'il se trompait, alors il s'est associé à des journalistes scientifiques et a continué à enquêter. Bientôt, ils ont découvert quelque chose qui semblait confirmer la théorie de Michael. Des plongeurs ont trouvé des valves en laiton avec les lettres SV dans l'épave du navire. Michael a suggéré que ces initiales faisaient référence à la Scott Valve Manufacturing Company. Le siège de cette société se trouvait dans le Michigan, non loin de l'endroit où le Cotopaxi avait été construit. La société avait probablement fourni des pièces pour le Cotopaxi. L'énigme semblait donc résolue. L'épave de l'ours était en fait le cargo manquant. Mais Michael devait encore découvrir pourquoi le navire avait coulé. Quelque chose de mystérieux est-il vraiment arrivé au Cotopaxi dans le triangle des Bermudes ? Plus tard, Michael a retrouvé le témoignage du charpentier du navire parmi de vieux papiers. Le charpentier affirmait que les écoutilles couvrant le charbon du navire étaient dans un état désastreux avant le naufrage. Les travaux de réparation des panneaux n'étaient pas terminés avant que l'équipage n'ait reçu l'ordre de partir pour Cuba. Donc si les panneaux d'écoutille étaient encore endommagés pendant le voyage, l'eau aurait pu facilement s'infiltrer à bord. Cette eau a probablement inondé la cale pendant la tempête tropicale. C'est sans doute la véritable raison pour laquelle le Cotopaxi a coulé. Il n'y avait vraiment rien de mystérieux là-dedans, juste une erreur commise par des gens ordinaires. Ce n'est là qu'un exemple parmi des dizaines, voire des centaines de navires et d'avions disparus dans le triangle des Bermudes. On ne sait toujours pas expliquer certains de ces incidents. Il semble qu'il y ait vraiment quelque chose de bizarre qui se passe là-bas. L'un de ces événements étranges s'est produit en 1948. Un avion de ligne se dirigeait vers Miami depuis San Juan, Porto Rico. Il a disparu dans la même zone que le Cotopaxi. Les 32 personnes à bord ont disparu sans laisser de traces. Le ciel était pourtant dégagé pendant tout le vol, mais les experts pensent que lorsque l'avion se trouvait à environ 75 km de la côte, il a pu être frappé par un fort vent qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Des années plus tard, un avion similaire a été retrouvé dans la région du Triangle des Bermudes. Mais comme personne n'a pu établir l'immatriculation, il était impossible de dire avec certitude s'il s'agissait du même aéronef. Un événement encore plus étrange s'est produit peu de temps avant, en 1945. 5 avions ont disparu en même temps. Des pilotes stagiaires s'exerçaient à la navigation, mais quand ils ont terminé, il semble qu'ils n'aient pas pu retrouver leur chemin et qu'ils aient disparu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont tombés en panne de carburant. Cela semble probable, mais les circonstances étaient quand même très étranges. Les stagiaires étaient supervisés par un pilote expérimenté qui avait 2500 heures de vol à son actif. Jamais il n'aurait laissé un groupe de pilotes débutants s'éloigner autant de leur base.
Encore aujourd'hui, les gens débattent de ce qui aurait pu se passer. Certains insistent sur le fait que les pilotes ont rencontré quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes. Mais qui sait ? Et voici un autre événement étrange qui s'est produit là-bas et qu'aucun expert n'a jamais pu expliquer, le voyage dans le temps. En 1970, Bruce Gernon pilotait un avion entre l'île d'Andros et la côte de Floride. Alors qu'il se trouvait à 3500 mètres d'altitude, un nuage géant est apparu devant lui. Il grossissait à vue d'œil et le pilote n'a pas eu d'autre choix que de le traverser. Voyons, est-il possible de savoir combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes ? Leurs disparitions ont-elles été causées par des erreurs humaines ou des phénomènes météorologiques ? Nous allons voir tout ça aujourd'hui. L'histoire du SS Cotopaxi est étrange. Ce navire a disparu en 1925 alors qu'il voyageait de Charleston, en Caroline du Sud, à La Havane. Il n'a jamais atteint sa destination. Des années plus tard, dans les années 1980, une épave a été retrouvée à 65 km au large de Sainte-Augustine, en Floride. Comme les spécialistes n'ont pas pu déterminer ni sa provenance précise, ni ce dont il s'agissait exactement, ils l'ont surnommé le Bear Wreck, ou épave de l'ours. Il a fallu de nombreuses années de travail supplémentaires, effectués principalement par des biologistes marins, pour confirmer que ce navire était bien le SS Cotopaxi. Cela n'a été vérifié qu'en janvier 2020. Comment le navire a-t-il pu réapparaître ? Et comment est-il arrivé là ? Puisqu'il ne devrait même pas passer par le triangle des Bermudes. Voyons d'abord qui a inventé ce terme, triangle des Bermudes. Peut-on réellement localiser ce triangle sur une carte ? Non, et ce n'est pas non plus un lieu officiellement reconnu. Le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Personne ne s'est mis d'accord sur ses limites exactes. Il n'existe que des hypothèses, et sa superficie totale varie selon les estimations de 1,3 à 3,9 millions de kilomètres carrés. Selon toutes les sources disponibles, cette zone aurait une forme vaguement triangulaire. C'est en 1964 qu'un auteur américain du nom de Vincent Hayes Gaddis en a eu l'idée en écrivant un article pour le magazine Argosy. Il a utilisé le nom de triangle des Bermudes pour décrire une région de l'océan qui aurait détruit des centaines de navires et d'avions sans jamais laisser de traces. Si c'est assez difficile de connaître le nombre de navires et d'avions disparus, c'est parce que plus d'un s'est volatilisé sans qu'on puisse suivre sa trace. Leurs épaves n'ont tout simplement pas été retrouvées. Mais les histoires qui circulent à leur sujet devraient nous aider. Les premières légendes concernant le triangle des Bermudes remontent au XVe siècle. Par exemple, celle de l'explorateur italien Christophe Colomb. Alors qu'il naviguait dans l'Atlantique, il est passé par cet endroit en 1492. Dans la zone que nous nommons aujourd'hui le triangle des Bermudes, il a aperçu une énorme flamme frapper l'océan avec violence. Plus tard, et au même endroit, il a vu une étrange lumière clignoter. Comme ce fut le cas pour de nombreux autres marins depuis lors, sa boussole s'est inexplicablement déréglée. L'Escadrille 19, 5 avions torpilleurs de l'US Navy qui effectuaient un vol de routine en 1945, sont également venus nourrir la légende du triangle des Bermudes. Le commandant de l'expédition était le lieutenant Charles Taylor, et on a écrit qu'il se serait perdu de manière inexplicable. Comme les pilotes n'avaient pas de GPS à l'époque, ils dépendaient de leur boussole et devaient garder le compte du temps qu'ils avaient passé à voler dans telle ou telle direction, ainsi que de leur vitesse. Peu de temps après avoir accompli leur mission, leur boussole aurait cessé de fonctionner correctement. Les documents trouvés après la disparition de l'escadrille indiquent également que Taylor ne portait pas de montre ce jour-là. Selon le rapport initial, une erreur de pilotage aurait été la cause de ce malheureux incident. Cependant, cela ne convainquit pas tout le monde. Et on modifia le rapport où il fut écrit « cause ou raison inconnue » après plusieurs examens. Un autre pilote, nommé Bruce Gernon, a affirmé qu'il avait traversé une sorte de brouillard électronique en passant au-dessus du triangle, ce qui l'avait fait voyager dans le temps. En 1970, lorsque cet incident s'est produit, il pilotait son avion lorsqu'il s'est retrouvé au milieu de 2 énormes nuages et d'un violent tourbillon. Comme beaucoup d'autres avant lui, il a remarqué que son système de navigation fonctionnait mal. Lorsqu'il a finalement réussi à sortir de ces nuages, il a découvert que son vol n'avait duré que 35 minutes, alors qu'il aurait dû prendre 75 minutes au total. Comme il ne disposait d'aucune explication raisonnable, il s'est dit qu'il devait avoir été comme projeté dans le temps. Mais on n'a pas seulement vu d'étranges nuages au-dessus du triangle des Bermudes. En 2014, un pilote a rapporté avoir failli entrer en collision avec un objet volant qu'il était absolument incapable d'identifier.
Certaines de ces rencontres étranges ont même été filmées. Ce fut le cas lors d'un vol au début de l'année 2015. Les passagers ont remarqué un curieux objet flottant juste au-dessus de l'océan. Les pilotes ne savent toujours pas ce dont il pouvait s'agir. Mais toutes les pistes ne sont pas aussi fantaisistes. Des océanographes, par exemple, ont aussi essayé d'expliquer pourquoi les bateaux disparaissaient à cet endroit. Ils sont donc récemment revenus à l'une de leurs premières théories, les vagues scélérates. Il s'agit d'immenses murs d'eau qui surgissent soudainement. Si plusieurs vagues se lèvent simultanément, elles se chevauchent comme un énorme sandwich de vagues. Si une seule vague peut atteindre plus de 10 mètres de haut et que plusieurs vagues se dressent ainsi en même temps, cela peut créer une vague scélérate pouvant dépasser les 30 mètres. Ce type de vague peut rapidement engloutir même le plus gros des navires. Les météorologues ont également leur propre explication, les nuages hexagonaux. Ces nuages inhabituels peuvent générer des vents allant jusqu'à 270 km/h. Et ils embrassent une superficie assez importante, certains pouvant atteindre entre 32 et 88 km de diamètre. Ainsi, les vagues prises dans ces vents peuvent s'élever jusqu'à 14 mètres. La force magnétique de la Terre pourrait aussi y être pour quelque chose. Dans le triangle des Bermudes, les boussoles pointent vers le vrai nord, le pôle nord géographique, plutôt que vers le nord magnétique, le pôle nord magnétique qui, lui, est changeant. Certains ont même expliqué que puisque ces deux pôles se chevauchent parfaitement dans le triangle des Bermudes, cela peut provoquer un phénomène magnétique qui pourrait faire dysfonctionner les systèmes de navigation. C'est ce qu'on appelle la ligne agonique. Le problème est que les scientifiques ont découvert que cette ligne se déplaçait chaque année. Elle a pu passer par le triangle des Bermudes à un moment donné, mais elle passe maintenant par le golfe du Mexique. D'autres phénomènes naturels étranges découverts le long de la côte norvégienne pourraient aider à expliquer pourquoi tant de navires ont péri dans le triangle des Bermudes. On y trouve des cratères qui mesurent jusqu'à 800 mètres de large et 48 mètres de profondeur. Les scientifiques pensent qu'ils ont été créés par des bulles de méthane. Ce gaz s'échapperait de dépôts enfouis profondément dans les fonds marins. Lorsque la poche de gaz atteint une certaine quantité, elle éclate à la surface et provoque des éruptions. Les pilotes et les capitaines évitent-ils cette zone aujourd'hui ? Cela pourrait-il expliquer pourquoi il y a moins de navires qui s'y perdent de nos jours ? Mais si tu as déjà pris l'avion de Miami à San Juan, à Porto Rico, tu sais probablement que ce n'est pas le cas. Quant aux bateaux, s'ils évitaient le triangle des Bermudes, c'en serait fini des vacances aux Caraïbes. Encore aujourd'hui, de nombreux vols passent au-dessus du triangle des Bermudes. Il est donc clair que personne ne l'évite. Cet endroit est l'une des voies de navigation les plus fréquentées au monde. De nos jours, le triangle des Bermudes connaît un trafic quotidien d'une grande intensité, que ce soit par voie maritime ou aérienne. Mais le triangle des Bermudes est effectivement soumis à des tempêtes tropicales et des ouragans très fréquents. N'oublions pas que le Gulf Stream, un fort courant océanique qui provoque de brusques changements météorologiques, passe par le triangle des Bermudes. De plus, le point le plus profond de l'océan Atlantique, la fosse de Milwaukee, est également situé dans le triangle des Bermudes. La fosse de Porto Rico, dont celle de Milwaukee fait partie, atteint presque 8380 mètres de profondeur à cet endroit. Donc, si on y réfléchit bien, tout ce mystère est une combinaison parfaite d'erreurs humaines, de mauvais temps et d'un trafic maritime considérable. Cela a été confirmé par les données fournies par les gardes-côtes américains. Si tu examines les statistiques, tu verras que le nombre de navires ou d'avions ayant disparu dans le triangle des Bermudes n'est pas plus grand que dans d'autres régions du monde. Les disparitions n'y sont pas plus fréquentes qu'ailleurs dans l'océan Atlantique. Selon les statistiques officielles, environ 50 navires et 20 avions auraient disparu en traversant cette zone. C'est une autre raison pour laquelle le nombre exact de naufrages est si difficile à déterminer. Si un navire est demeuré disparu, personne ne peut décrire son sauvetage dans les registres officiels. Il y a aussi des événements qui, tout simplement, n'ont pas eu lieu du tout. Et les rapports ne sont pas toujours fiables. Par exemple, les journaux locaux ont été étonnamment silencieux au sujet du crash d'un avion en 1937, au large de Daytona Beach, en Floride. Vous avez peut-être vu cette vidéo virale où des youtubeurs ont dissimulé un trésor dans le triangle des Bermudes et où un inconnu a eu l'audace de partir à sa recherche. Il est reparti avec 10 000 $ en poche. Mais, soyons réalistes, son plus grand triomphe a sans doute été d'en sortir indemne. Cette zone maritime périlleuse, située entre la Floride
Porto Rico et les Bermudes, est tristement célèbre pour ses événements mystérieux et inexpliqués. On raconte que plus de 50 navires et une vingtaine d'avions s'y sont volatilisés sans laisser de traces. Cela a donné naissance à de nombreuses théories, selon lesquelles cette région serait connectée à des forces mystiques ou à des vortex capables d'entraîner les objets vers d'autres dimensions. Cependant, un scientifique australien du nom de Karl Kruszelnicki pourrait bien avoir élucidé le mystère du triangle des Bermudes. D'après lui, la majorité des légendes et de ces disparitions troublantes peuvent être attribuées à deux causes principales. Le premier facteur mis en avant est l'erreur humaine. Une des théories réfutées par Kruszelnicki concerne le vol tragique de l'escadrille 19. En 1945, 5 avions de la marine américaine ont décollé pour une mission d'entraînement de routine en Floride. Tout semblait se dérouler sans accroc, jusqu'à ce qu'après 90 minutes, le commandant de l'escadron signale qu'ils étaient perdus. Puis, soudainement, pouf, ils ont simplement disparu. Malgré l'une des plus vastes opérations de recherche aérienne et maritime de l'histoire, aucune trace de l'escadrille 19, ni de ses 14 membres d'équipage n'a été retrouvée à ce jour. Ce qui continue de susciter l'étonnement à propos de cet incident, c'est que les conditions météorologiques lors du départ étaient particulièrement favorables. Une journée relativement chaude, des nuages légers et cotonneux parsemant le ciel, et une brise venant du sud-ouest. Rien qui ne sorte de l'ordinaire pour une mission d'entraînement. Alors, qu'est-il vraiment arrivé? Il s'avère que, bien que le chef d'escadrille ait accumulé plus de 2000 heures de vol, il était un assez piètre pilote. À vrai dire, un pilote vraiment médiocre. D'après Kruszelnicki, le commandant était si mauvais en navigation qu'il s'était déjà égaré en mer à au moins 2 reprises avant l'épisode de l'escadrille 19. Ce jour fatidique, il avait même tenté de trouver quelqu'un pour le remplacer. Sans succès, ce qui s'est malheureusement avéré tragique pour tout son escadron. Après avoir mené à bien leur exercice de vol, les 2 boussoles de bord ont subitement cessé de fonctionner. Sur la fréquence radio de la patrouille, sa voix angoissée affirmait qu'ils survolèrent des terres. Plus précisément, il était persuadé de se trouver au-dessus des quais de Floride. Pourtant, cela défiait toute logique. Moins d'1 heure avant, il avait survolé, comme prévu, les hauts fonds de Henson Chicken aux Bahamas. Mais il était à présent convaincu que son avion avait inexplicablement dérivé sur plusieurs centaines de kilomètres pour atteindre les quays de Floride. Une erreur monumentale. Selon les hypothèses les plus crédibles, ce qu'il pensait être les quays de Floride n'était en réalité qu'un groupe de petites îles des Bahamas. C'est là que les choses ont pris une tournure dramatique. Au lieu de corriger sa trajectoire et de revenir vers l'ouest en direction de la Floride, il a continué à voler vers l'est, s'aventurant davantage dans l'océan Atlantique. À court de carburant, son avion s'est abîmé et vous connaissez déjà la suite. Certains partisans de théories alternatives affirment qu'une force malveillante aurait perturbé les 2 boussoles, provoquant leur dysfonctionnement au-dessus de cette région prétendument maudite. Cependant, il faut bien l'admettre, même si une telle hypothèse s'avérait exacte, l'erreur humaine reste le facteur déterminant dans cette tragédie. Le pilote n'aurait jamais dû confondre les îles des Bahamas avec les quays de Floride. Pointe à la ligne. Passons maintenant au second facteur qui, selon Kruszelnicki, explique une grande partie des disparitions mystérieuses dans le triangle des Bermudes. Les conditions météorologiques défavorables. De nombreuses tempêtes tropicales et ouragans de l'Atlantique traversent directement le triangle des Bermudes. Avant l'ère des prévisions météorologiques avancées, ces phénomènes naturels étaient responsables de la perte de nombreux navires. Par ailleurs, le Gulf Stream, un puissant courant océanique, traverse également la région. Ce courant peut provoquer des changements météorologiques soudains et parfois spectaculaires. En y réfléchissant, ces facteurs naturels suffisent à expliquer une grande partie, voire la majorité, des disparitions signalées. Prenons l'exemple de l'USS Cyclops. En 1918, ce cargo imposant de 150 mètres et transportant environ 11 000 tonnes de manganèse a disparu sans laisser de traces. Il effectuait une traversée entre les Antilles et Baltimore avec 309 personnes à bord. Ce qui rend cette disparition encore plus troublante, c'est qu'aucun signal de détresse n'a été émis. Plus de 100 ans après les faits, le mystère reste entier. Aucune épave n'a jamais été retrouvée. Évidemment, cette disparition a donné lieu à toutes sortes de théories. L'une des hypothèses les plus répandues était qu'il aurait été pris dans une tempête soudaine et violente. Avec son lourd chargement de manganèse, le navire aurait pu chavirer et couler en un temps record. D'autres spéculent sur des phénomènes sous-marins, tels que des glissements de terrain ou une vague scélérate.
Quand on y pense, cette hypothèse n'est pas si farfelue. D'après Kruszelnicki, le triangle des Bermudes n'est pas seulement une zone sujette aux intempéries. Il illustre également la puissance brute de l'océan. Le fond marin y atteint des profondeurs impressionnantes, près de 9000 mètres, soit l'équivalent inversé du mont Everest. Une telle profondeur rend l'océan particulièrement apte à dissimuler des objets, transformant cette région en un lieu idéal pour des disparitions mystérieuses de navires et d'avions. Notre expert indique qu'il existe une très faible probabilité que des phénomènes encore plus inhabituels se produisent sous les vagues du triangle des Bermudes, en lien avec l'hydrate de méthane. Ce terme désigne un composé semblable à de la glace qui se forme sous l'eau ou dans des environnements très froids, avec du méthane gazeux piégé à l'intérieur. Parfois, ces structures peuvent se désagréger, libérant des bulles à la surface. Et cette remontée de bulles peut s'avérer fatale, tout du moins pour les navires. Des expériences menées sur des modèles réduits de bateaux ont démontré que lorsqu'un volume important de bulles remonte à la surface, la densité de l'eau diminue, ce qui compromet la capacité d'un navire à flotter. Si ces bulles couvrent rapidement une large zone, le bateau peut perdre sa flottabilité, le faisant chavirer ou couler. Cela dit, la probabilité qu'un tel scénario se produise reste extrêmement faible. En fin de compte, l'erreur humaine et les conditions météorologiques défavorables sont probablement les deux facteurs principaux derrière les mystères attribués à cette mer prétendument maléfique. Mais en réalité, le triangle des Bermudes n'a rien d'extraordinaire. Bien que cette région ait une renommée considérable, il n'existe aucune carte officielle délimitant clairement ses frontières et affirmant « Voici, précisément, où se situe le triangle des Bermudes ». C'est d'ailleurs l'une des raisons du problème. Des disparitions ou événements inexpliqués survenant bien au-delà de cette zone sont souvent associés à tort au triangle, comme ce fut le cas pour le Mary Celeste. En 1872, ce navire a été retrouvé parfaitement intact, mais sans trace de son capitaine, de sa famille, ni de son équipage. Face à ce mystère, beaucoup ont évoqué l'idée d'un vaisseau fantôme lié au triangle des Bermudes. Cependant, un détail ne concorde pas. Le Mary Celeste avait été abandonné à environ 650 km à l'est des Açores, soit dans une zone complètement différente de l'Atlantique. À ce stade, le fameux triangle s'est transformé en trapèze pour inclure une immense portion de l'Atlantique Nord. Ce que nous voulons dire, c'est qu'une fois que les gens commencent à croire en l'existence d'une zone dangereuse, le biais de confirmation s'installe. Pour autant, la réalité est que le triangle des Bermudes est traversé quotidiennement par un trafic maritime et aérien considérable. Et d'après les experts, le pourcentage d'incidents qui s'y produisent serait globalement similaire à celui observé ailleurs dans le monde. Certaines années, ce chiffre peut être légèrement plus élevé, d'autres fois plus bas, mais en moyenne, il reste constant. Avec cette perspective, il semble qu'il soit temps de laisser derrière nous ces théories extravagantes autour du triangle des Bermudes. Du moins, jusqu'à ce que la prochaine disparition ait... Pourquoi seul le triangle des Bermudes est-il devenu célèbre? Et saviez-vous qu'il existait d'autres triangles mystérieux où les navires disparaissent dans d'étranges circonstances? Le triangle que nous allons explorer pourrait vous sembler bien plus dangereux et terrifiant que celui des Bermudes. Les rumeurs évoquant des vaisseaux extraterrestres, des portails vers d'autres dimensions, ou même que l'Atlantide aurait sombré dans la région des Bermudes. Vous avez probablement déjà entendu parler de tout cela. Mais le triangle dont nous parlons est entouré d'autres légendes. Imaginez naviguer en haute mer et apercevoir un étrange navire de forme arrondie à l'horizon. Une femme énigmatique se tient sur son pont et vous fixe intensément. Oui, de telles histoires entourent le triangle du dragon. Si vous cherchez à comprendre cette région, vous constaterez que même sa localisation relève du mystère. Ce triangle se situe dans l'océan Pacifique, près des côtes japonaises, et s'étend du Japon aux îles Bonin en touchant la mer des Philippines. Cependant, sa position exacte demeure incertaine. Certaines sources le placent à 110 km à l'est des côtes japonaises, tandis que d'autres le situent à environ 1200 km. Une telle variation des coordonnées s'explique par le fait que cette zone ne soit répertoriée sur aucune carte officielle. Les dimensions précises de ces eaux demeurent donc inconnues. Surnommé le triangle des Bermudes du Pacifique, le triangle du dragon est considéré comme le jumeau maléfique du premier, mais en plus ancien. Le fait est que les récits de disparitions mystérieuses de navires dans cette région datent d'avant ceux du triangle des Bermudes.
C'est au XIIIe siècle que les gens ont pour la première fois pris conscience du mystérieux pouvoir de cette région. Kubilai Khan, le petit-fils de Genghis Khan, envoya 4000 hommes par voie maritime en vue de conquérir le Japon, traversant précisément le triangle du dragon. Toutefois, ces hommes ne parvinrent jamais jusqu'aux côtes japonaises, les typhons de la région ayant coulé l'intégralité de la flotte. Suite à cet incident, Kubilai Khan renonça à son projet d'invasion. Les Japonais commencèrent alors à croire que cette zone possédait des pouvoirs surnaturels. Dans le monde moderne, des plongeurs et des archéologues ont tenté d'éprouver la véracité de cette histoire. Et en explorant les fonds marins du triangle, ils ont effectivement découvert des artefacts de la flotte mongole engloutie. Quelques centaines d'années plus tard, au début du XIXe siècle, une autre histoire mystérieuse se déroula dans cette région. Des marins traversant le triangle du dragon aperçurent alors un étrange navire qui ressemblait à un encensoir japonais avec à son bord une seule personne, une femme énigmatique dont l'identité resta inconnue. Dans les années 1940 et 1950, des rapports commencèrent à affluer concernant des disparitions de navires dans cette zone. Des bateaux de pêche et de plus grands bateaux disparurent, sans laisser de traces. Le Japon envoya un navire de recherche pour enquêter sur ces disparitions, mais celui-ci, avec ses 31 membres d'équipage, disparut également. L'épave fut retrouvée plus tard, mais sans aucun marin à bord. Les légendes entourant cet endroit mystérieux refirent à leur surface. Selon un mythe ancien, des dragons vivraient sous les eaux, détruisant les navires et capturant les humains pour satisfaire leur appétit. Ces récits millénaires ont persisté. Avec le temps, néanmoins, des hypothèses scientifiques ont commencé à émerger aux côtés de ces contes fantastiques. Les chercheurs se sont penchés sur les particularités de cette région. L'un d'eux a suggéré que les courants froids et chauds se mélangeaient, puis passaient à travers des zones de forte activité électromagnétique. Et lorsque ces courants rencontrent ces ondes, ils génèrent une interférence. Ce phénomène désoriente les équipements électroniques des navires, rendant les dispositifs de navigation inopérants. En l'absence de signaux de détresse et d'orientation, une tempête peut transformer les navires en proie facile. Une autre théorie avance l'existence de volcans sous-marins au fond du triangle. Lors de leurs éruptions, ces volcans libèrent d'énormes quantités de magma, créant des vagues gigantesques et perturbant les eaux. Cette activité sismique fréquente au large des côtes japonaises donne du crédit à cette hypothèse et pourrait expliquer ces légendes anciennes de dragons marins. De plus, les îles de la région apparaissent et disparaissent souvent. Lorsque le magma refroidit sous l'eau, il forme des couches de roches qui émergent, puis s'effondrent lors de la prochaine éruption. Certaines de ces îles subsistent. Imaginez un navire en pleine mer lorsque soudain une île émerge par en dessous, fissurant sa coque. Enfin, les hydrates de méthane pourraient être responsables des destructions de navires. Ces substances s'échappent de la croûte terrestre, formant d'énormes bulles qui explosent en remontant à la surface. Une bulle de méthane assez grande peut endommager gravement, voire détruire un navire. Quoi qu'il en soit, les scientifiques n'ont pas encore déterminé la cause exacte de ces disparitions de navires. En fin de compte, tous ces incidents mystérieux pourraient bien ne relever que de la légende. Les triangles des Bermudes et du Dragon se situent dans les océans. Mais que dire d'un triangle au beau milieu d'un lac? Dans le lac Michigan, entre l'État du même nom et le Wisconsin, se trouve un triangle mystérieux. En 1950, un avion transportant 108 passagers a disparu sans laisser de traces en survolant le lac. Lors des recherches, les sauveteurs n'ont retrouvé que quelques débris de l'avion flottant à la surface. Outre l'avion, de nombreux navires ont également disparu dans cette zone, et des gens ont parfois disparu mystérieusement de leur bateau. Un tel incident est survenu en 1937. Alors que le navire traversait le triangle du lac Michigan, le capitaine George Donner se rendit dans sa cabine pour se reposer. 3 heures plus tard, un membre de l'équipage frappa à sa porte pour le réveiller, mais n'obtint aucune réponse. Inquiet, le marin entra dans la cabine, mais le capitaine semblait s'être volatilisé.
Malgré des recherches intensives, l'équipage ne retrouva jamais le capitaine Donner. Sa disparition demeure un mystère inexpliqué à ce jour. Peut-être s'agit-il de pure fiction, mais le triangle du lac Michigan reste profondément troublant. Et quid des triangles terrestres? Voici le triangle de Bennington, situé dans la partie sud-ouest du Vermont aux États-Unis. Il s'agit d'un lieu que vous devriez à tout prix éviter. De nombreuses histoires effrayantes circulent à son sujet, et c'est à vous de juger de leur véracité. En novembre 1945, un groupe de chasseurs traversait cette zone. Un homme de 74 ans marchait en tête du groupe, et sous les yeux de plusieurs témoins, il fit un pas et disparut. Les chasseurs alertèrent les secours, mais aucune trace de l'homme ne fut jamais retrouvée. En décembre 1946, plusieurs étudiants étaient partis camper. Cette fois, c'est une jeune fille de 18 ans qui dirigeait le groupe. Elle s'avança de quelques pas pour explorer le terrain et disparut à son tour. Les campeurs appelèrent la police, qui fut rejointe par le FBI pour quadriller la zone. Des habitants des villes voisines rapportèrent avoir vu une jeune fille correspondant à la description, accompagnée d'un homme beaucoup plus âgé. Les deux auraient quitté la région en voiture pour ne plus jamais être revus. Peu après, une voiture similaire fut retrouvée brûlée non loin de New York, mais il était impossible de confirmer si la jeune fille disparue se trouvait à l'intérieur. 3 ans plus tard, un autre homme disparut dans le triangle de Bennington. Il attendait un bus au terminus de la ligne. Quand l'autobus arriva, il grimpa à bord, mais n'atteignit jamais sa destination. Sans en être jamais sorti, il semblait s'être proprement volatilisé. La police n'en retrouva pas la moindre trace. Le cas le plus troublant survint en 1950. Près du triangle de Bennington, une femme conduisait une camionnette avec son jeune fils. Elle s'arrêta quelques minutes pour faire des courses dans une station-service. Mais à son retour, son fils avait tout simplement disparu. La police passa la zone au peigne fin avec des chiens renifleurs qui parvinrent à suivre la piste du garçon jusqu'à un point dans la forêt où elle s'interrompit tout à coup. Et savez-vous où cela se trouvait exactement? À l'endroit précis où cette étudiante avait disparu en 1946. Une étudiante en 2e année d'université venait de terminer son service à la cafétéria lorsqu'elle décida de partir en randonnée. Après s'être préparée, elle salua sa colocataire et se rendit en autostop au début du sentier. À peine âgée de 18 ans, elle rencontra des randonneurs qui rentraient d'excursion et leur demanda des indications. Bien que la nuit commençât à tomber, elle poursuivit son chemin et ne fut jamais revue. Elle répondait au nom de Paula Weldon et elle disparut en 1946, alors qu'elle marchait le long d'un sentier proche de Bennington, une ville située dans le sud-ouest du Vermont. Le lendemain, sa colocataire signala sa disparition et les autorités organisèrent rapidement une équipe de recherche. Pendant 4 semaines, des centaines de personnes ratissèrent dans les bois environnants. Son université ferma même temporairement pour permettre aux étudiants et au personnel de participer aux recherches. Hélas, ils rentrèrent tous bredouilles. Paula semblait s'être volatilisée. Elle n'avait pas pris de sac, de vêtements de rechange ni d'argent. Tout indiquait qu'elle ne s'attendait pas à s'absenter plus de quelques heures. Son père, un ingénieur industriel réputé, accusa le shérif du comté d'avoir bâclé l'enquête, car en dépit de tous les efforts déployés, la jeune femme demeurait introuvable. Son cas demeure encore irrésolu à ce jour. Mais Paula n'était pas la seule à avoir disparu dans les forêts du Vermont. 1 an plus tôt, le 12 novembre 1945, un septuagénaire dynamique et expérimenté du nom de Midi Rivers servait de guide à un groupe de 4 chasseurs. Il se trouvait à la croisée de 2 chemins avec son gendre et annonça qu'il partirait en reconnaissance sur l'un d'eux et serait de retour au camp pour le déjeuner. Ce fut la dernière fois que quelqu'un le vit. Le groupe qu'il guidait rechercha l'homme toute l'après-midi avant de prévenir les autorités. Une recherche plus étendue fut organisée, mais sans résultat. Bien que Midi ait connu la piste, il avait bel et bien disparu. Pompiers, bénévoles et militaires ne parvinrent pas à le retrouver, même après 1 mois de recherche. Ils ne découvrirent qu'une cartouche qu'il avait laissée tomber dans un ruisseau voisin. Les autorités locales n'ont toujours pas résolu cette affaire. À l'époque, personne ne savait que les cas de Midi et Paula ne seraient que le début d'une série de disparitions. En une demi-décennie, 5 personnes disparurent dans cette partie du Vermont.
Les années passèrent, mais aucune explication n'émergea pour ces disparitions mystérieuses. C'est ainsi que la région obtint le surnom de « Triangle de Bennington », en référence au célèbre triangle des Bermudes, où les navires et les avions disparaissent depuis des siècles. En 1949, une disparition particulièrement mystérieuse se produisit dans le triangle de Bennington. James Tedford, un vétéran de 68 ans, monta à bord d'un autobus local pour rentrer chez lui à Bennington après avoir rendu visite à sa famille à St. Albans. Sa famille s'y l'accompagna jusqu'à la gare routière, et 14 témoins affirmèrent qu'il était encore dans le bus lors de son dernier arrêt avant Bennington. Cependant, il ne parvint jamais à destination. Ses affaires se trouvaient encore sur le porte-bagages, et un horaire de bus était déplié sur son siège vide. L'homme avait apparemment disparu comme par magie alors que le bus était en mouvement. Fait étrange, il disparut exactement le même jour où une étudiante avait disparu 3 ans plus tôt, le 1er décembre. La personne la plus jeune à avoir étrangement disparu était un enfant de 8 ans, Paul Jepson. Il se trouvait avec sa mère pendant qu'elle s'affairait dans la ferme familiale. Elle partit nourrir les cochons en le laissant seul pendant environ 1 heure. À son retour, la femme ne trouva pas son fils. Les habitants menèrent rapidement des battues, et le shérif fit dépêcher la brigade canine. Ils suivirent l'odeur mais en perdirent soudain la trace à un carrefour voisin. Le garçon ne fut jamais retrouvé. Autre fait étrange, l'enfant portait une veste rouge vif, qui aurait dû le rendre d'autant plus visible pour les secours. Mais plus frappant encore, Paula, l'étudiante disparue 4 ans plus tôt, portait également une veste rouge. La dernière disparition se produisit seulement 16 jours après celle du petit Paul. Frida Langer, une femme de 53 ans, campait avec sa famille dans la forêt nationale des Montagnes Vertes. Elle partit en randonnée avec son cousin mais tomba dans un ruisseau. Elle décida alors de retourner au camp pour se changer. Son cousin pensait qu'elle le rejoindrait plus tard et poursuivit seule le long du sentier. Mais elle ne revint jamais et n'atteignit jamais leur camp de base. Pendant 2 semaines, 300 secouristes explorèrent les bois, et des hélicoptères furent mobilisés, mais aucune trace de la femme ne refit jamais surface. La dernière histoire de disparition du triangle de Bennington a connu un dénouement, mais pas heureux. Au printemps de l'année suivante, les chercheurs retrouvèrent l'infortunée campeuse à 6 km du site de camping initial. Cet endroit avait déjà été fouillé, ce qui rendait la découverte encore plus mystérieuse. Il était impossible de déterminer ce qu'il s'était passé ou pourquoi elle s'était retrouvée là. Le seul point commun entre ces 5 disparitions est la période de temps et la zone géographique. 3 km² de forêt dense dans le sud-ouest du Vermont. Cette région reculée des montagnes vertes n'était pas le lieu le plus accueillant. Bennington et le village voisin de Glastonbury étaient à l'origine des villes minières et forestières, où les conditions de vie étaient rudes. Vers la fin du XIXe siècle, les habitants tentèrent de redorer l'image de la région comme destination touristique. Mais une terrible inondation emporta leur rêve d'une vie meilleure. Les résidents commencèrent à déserter la ville. Et en 2010, seuls 8 habitants vivaient encore à Glastonbury. Le village devint une ville fantôme. À la fin des années 40, la région se retrouva de nouveau sous le feu des projecteurs, mais pour les pires raisons. Comment ces disparitions ont-elles pu rester voilées de mystère aussi longtemps? Quelqu'un devait bien avoir une explication rationnelle. Une théorie suggère qu'il pourrait s'agir de l'œuvre d'un tueur en série, s'en prenant à des gens sans défense. Cependant, il devrait pouvoir s'en dégager un schéma. Or il n'existe rien de tel. Ou peut-être les éléments étaient-ils responsables? L'étudiante disparut par une agréable journée au tout début de l'hiver. Elle était légèrement vêtue car il faisait encore 10 degrés dehors. Mais le soir, la température de l'air chuta brutalement, pour atteindre les -13 degrés le lendemain matin. Dans cette partie du Vermont, le temps est assez imprévisible. Il peut être venteux, surtout en hiver. Peut-être le mauvais temps et la forêt dense auront-ils désorienté les personnes disparues. Récemment, en 2008, un cas de disparition étonnamment similaire s'est produit ici. Un étudiant du nom de Robert Singley s'est perdu dans un épais brouillard, au sommet du mont Glastonbury. Lorsqu'il ne rentra pas chez lui, sa fiancée appela la police, qui se lança immédiatement à sa recherche. Mais il faisait trop sombre et il y avait trop de brouillard pour y voir quoi que ce soit. Heureusement, on le retrouva le lendemain matin. Il s'était perdu à cause du brouillard épais et n'était parvenu à retrouver son chemin qu'après que les conditions météorologiques se soient améliorées. Cette histoire a connu une fin heureuse, mais l'incident pourrait-il expliquer ce qui est arrivé aux personnes disparues il y a plus de 70 ans?
Les montagnes autour de Bennington regorgent de puits de mines abandonnés, rappel du passé de la ville. Un randonneur perdu dans le brouillard pourrait facilement tomber dans l'un d'eux et n'aurait aucun moyen d'en sortir. La région est si reculée que personne ne les retrouverait jamais. Un autre danger est celui que représentent les bêtes sauvages. Les ours noirs sont natifs de la Nouvelle-Angleterre et les clubs de randonnée de la région conseillent aux visiteurs de ranger leur nourriture dans des boîtes spéciales afin de ne pas les attirer. La forêt nationale des Montagnes Vertes se situe au cœur du triangle de Bennington. Aujourd'hui, cette zone de loisirs très prisée se trouve pour 70 millions de personnes, à moins d'une journée de route. On s'y rend pour camper, randonner et faire du VTT. Mais sont-ils tous au courant de ces 5 disparitions mystérieuses? Je crois que je n'oserais plus m'aventurer dans ce coin sauvage et reculer du Vermont à présent. Plus de 50 navires et 20 avions ont disparu à cet emplacement depuis le milieu du 19e siècle. Tu ne trouveras pas cet endroit sur une carte papier ordinaire, car il ne s'agit pas d'une région officielle de l'océan Atlantique. Il s'agit simplement d'une petite zone d'eau en forme de triangle située près de la côte sud-est des États-Unis. Au XXe siècle, cet endroit est devenu une légende. Certains pensent qu'il abrite une base secrète. D'autres sont persuadés qu'il s'agit d'un portail temporel. Des navires sont pris dans une forte tempête et se déplacent vers le passé ou le futur. Il existe également une théorie selon laquelle la cité de l'Atlantide se trouverait juste sous le triangle des Bermudes. Ces technologies créent des rafales d'énergie et détruisent les navires. Même les avions ont un risque de disparaître dans cette zone. Tout cela est allé si loin que si quelque chose d'étrange se produit dans l'océan, tout le monde pense que c'est lié d'une manière ou d'une autre au triangle des Bermudes. La peur du triangle est devenue populaire grâce aux livres et aux films. Les réalisateurs, les écrivains et les journalistes aiment exploiter ce sujet. Mais dans leurs œuvres, on ne voit que quelques réponses correctes. Tu peux trouver toi-même la vérité sur cet endroit si tu regardes bien. Mais d'abord, réfutons les théories les plus faibles. Objets spatiaux, Atlantide, voyage dans le temps, tous ces mythes sont apparus au milieu du XXe siècle. Avant cette époque, il n'y avait aucune trace de phénomènes mystérieux. Les gens ont juste noté que beaucoup de bateaux coulaient ici. Mais ensuite, un auteur a écrit un livre sur l'Atlantide qui reposait dans les eaux du triangle. L'auteur n'a fourni aucune preuve, mais il a décrit cette hypothèse de manière très convaincante. Les gens l'ont lu et l'ont bien aimé. La psyché humaine aime lire quelque chose de secret. Lorsque tu apprends quelque chose que personne ne connaît, tu te sens spécial. Et bien sûr, tu commences à croire en ce secret. C'est donc une des raisons pour lesquelles le livre sur le triangle des Bermudes est devenu si populaire. Il a rapporté beaucoup d'argent à l'auteur, et d'autres personnes ont également voulu s'enrichir de la même manière. D'autres théories fantastiques sur le voyage dans le temps et des bases secrètes sont apparues depuis. Après cela, les gens ont commencé à réaliser des documentaires. Tous ces ouvrages consacrés à la nature mystique du triangle étaient basés non pas sur des faits réels, mais sur des théories tirées d'autres livres. Il est impossible de trouver la vérité dans ce chaos. Certaines personnes aiment connaître des secrets, même s'ils sont faux. Mais tu peux toujours trouver la vérité si tu le souhaites vraiment. Il suffit de prendre n'importe quel mythe et d'essayer de trouver des sources qui prouvent sa réalité. Le plus souvent, tu trouveras uniquement des livres et des films qui ne sont pas scientifiques. Il existe aussi des choses plus réalistes sur le triangle, mais elles n'en sont pas moins intéressantes. Selon une hypothèse, les navires disparaissent à cet endroit à cause du méthane. Des gisements de ce gaz se trouvent sous les fonds marins de cette région. Parfois, ils s'en échappent et remontent à la surface. Dès que le méthane entre en contact avec l'eau, il prend la forme de bulles géantes. Ces bulles font alors mousser l'eau et créent de grosses vagues qui font chavirer les navires. Cette théorie est bien réelle, et ce phénomène naturel existe. Mais pas dans le triangle des Bermudes. Aucune des nombreuses études n'a confirmé la présence d'une concentration élevée de ce gaz à cet endroit. La dernière éruption de méthane s'est produite ici il y a environ 15 000 ans. Une autre théorie crédible est celle des vagues scélérates. Elles se forment sans tempête ni vent. La surface de l'eau paisible peut se transformer en une grosse vague de la hauteur d'un immeuble de 5 étages en 3 secondes. Elle coule un navire, puis disparaît rapidement. La mer est à nouveau calme, comme s'il n'y avait pas eu de vague du tout. Certains scientifiques pensent que ce phénomène est dû à un courant marin de surface qui se heurte à un fort vent contraire. Mais il y a des cas enregistrés qui ne comportaient aucun vent. Une autre version affirme que la vague naît grâce à la collision de courants chauds et froids. Mais la théorie la plus passionnante parle de vampirisme cinétique, qui forme les vagues.
Dans certaines conditions naturelles, les vagues acquièrent la capacité d'échanger de l'énergie cinétique. Et parmi toutes les vagues, il y aura la plus grande, la vague vampire. Elle absorbe l'énergie de toutes les autres. Quand l'énergie est accumulée, la vague vampire l'éjecte. Cela explique la force de l'impact et sa disparition soudaine. Toutes les théories semblent logiques, mais les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre la nature de ce phénomène. Oui, les vagues scélérates peuvent emporter des navires sous l'eau, mais pas seulement dans le triangle des Bermudes. Elles apparaissent rarement dans toutes les eaux des océans du monde. Alors, passons à la théorie suivante. Certains de ceux qui ont navigué dans cet endroit ont signalé que leurs appareils de navigation étaient devenus instables. La boussole et l'électronique sont tombés en panne. Le signal et les communications radio ont été perdus. Nous devons observer le triangle depuis l'espace pour découvrir la raison. Si tu utilises des capteurs et des appareils spéciaux, tu verras que le champ magnétique de la Terre est affaibli au-dessus du triangle des Bermudes. Ce champ est un bouclier qui nous protège des radiations solaires. Les astronautes de l'ISS ont déclaré que le triangle reçoit plus de particules du Soleil que tout autre endroit de la planète. Par conséquent, l'électronique est instable dans cette zone. Mais ce genre de défaillance ne se produit pas avec les satellites et autres objets spatiaux qui volent dans l'atmosphère de notre planète. Des zones où le champ magnétique est affaibli apparaissent partout dans le monde, et elles ne perturbent pratiquement jamais la navigation. Cela signifie que les navires et les avions fonctionnent de manière stable dans ce type de conditions. Pourtant, les boussoles ne fonctionnent pas correctement dans la zone du triangle. Serait-il possible qu'une anomalie magnétique affecte les systèmes de navigation? Cette théorie a été rapidement réfutée. Les scientifiques vérifient régulièrement la carte magnétique de cette région et ne trouvent aucune déviation par rapport à la norme. La raison du fonctionnement instable d'une boussole n'est pas une anomalie. Le triangle des Bermudes est l'un des rares endroits de la planète où le vrai pôle Nord et le pôle magnétique coïncident. Le vrai Nord est le pôle Nord géographique. Le pôle magnétique se déplace constamment autour du globe, directement vers le Nord. Parfois, ces pôles entrent en collision et provoquent un phénomène appelé ligne agonique. Si tu te trouves sous cette ligne, ta boussole se comportera bizarrement et ne t'indiquera pas le vrai Nord. C'est pourquoi tant de navires ont disparu à cet endroit au début du XXe siècle. Ils ne disposaient pas des technologies modernes de navigation. Et le mauvais fonctionnement de la boussole aurait pu avoir des conséquences désastreuses. Imagine que tu es le capitaine d'un navire, disons en 1901. Ta boussole guide ta route. Tu sais que tu dois toujours naviguer vers le nord pour atteindre la terre ferme. Puis tu arrives dans le triangle des Bermudes. Tu regardes la boussole et tu remarques que la position de la flèche a légèrement changé. Tu dois maintenant te déplacer dans une autre direction. Cette direction est la mauvaise, mais tu ne le sais pas encore. Tu prends le mauvais chemin et tu te retrouves dans la région des Caraïbes. Cette région est pleine de petites îles et les fonds marins ne sont pas profonds ici. Ton bateau se retrouve sur un haut fond. Tu es coincé et tu n'as aucune idée où tu es. C'est comme ça que certains navires ont disparu dans cette région. Mais si tu avais un GPS, tu n'aurais pas perdu ta route et tu aurais navigué en toute sécurité jusqu'à la terre ferme. D'ailleurs, aujourd'hui, au XXIe siècle, tu peux utiliser une boussole ici sans problème, puisque le pôle Nord magnétique ne rencontre plus le vrai pôle Nord sur le territoire du triangle des Bermudes. Les lignes agoniques sont actuellement ailleurs. Pourtant, pour une raison quelconque, des navires se perdent ici. Et maintenant, nous arrivons à la solution la plus inattendue au problème du triangle des Bermudes. Oui, les bateaux disparaissent parfois dans cette région, et la raison en est... l'eau. L'océan, la nature, appelle ça comme tu veux. Malheureusement, les bateaux coulent partout dans le monde. N'aie pas peur d'un seul triangle. Il y a des endroits sur tout le territoire de l'océan Atlantique où plus de bateaux disparaissent. Et le triangle des Bermudes ne figure même pas dans le top 10 de ces endroits. Mais pourquoi personne ne les connaît? C'est parce que les gens ont écrit des contes de fées sur un endroit particulier. L'une des routes maritimes les plus populaires de l'Atlantique passe par le triangle des Bermudes. Peux-tu deviner où se produisent statistiquement la plupart des naufrages? Dans un endroit où il y a beaucoup de voiliers, c'est-à-dire dans cette région. La seule affirmation vraie concernant le triangle des Bermudes est la fréquence des tempêtes. Mais même le mauvais temps et une mer déchaînée ne coulent pas toujours les navires. De plus, des ouragans se forment souvent sur le territoire du triangle. La région des Bermudes présente une pression atmosphérique élevée. Cette pression détourne les nuages de tempête vers le triangle. Les vents violents et les grosses vagues peuvent couler les navires et les éclairs peuvent endommager les avions. Mais ce n'est pas un fait isolé. Donc,
ne tient pas le triangle responsable de tous les problèmes. C'est un endroit magnifique et pittoresque qui attire de nombreux touristes.